Il y a quelque temps, juste après le vote de la résolution à l'ONU, Gérard Araud, ambassadeur de France auprès de cette même organisation, affirmait, minimaliste, que l'intervention française en Centrafrique consisterait somme toute à désarmer et rendre inoffensifs des bandes de voyous pillards. Bienvenue, vous regardez France 24 et c'est l'heure du débat. La France est-elle vraiment partie la fleur au fusil au pays des Bokassa, Patassé, Bozizé et autres? Rien n'est moins sûr. Car la Seleka, composée pour une grande partie de musulmans, les pillards dont il était question, se considèrent comme l'armée loyaliste du pays, ce qui ne les empêche pas de massacrer. Et à supposer que l'on parvienne à leur faire embrasser une carrière militaire classique, comment éviter les vengeances des chrétiens, victimes et à leur tour trucideurs, vu la tournure confessionnelle qu'a prise le conflit? Enfin, il semble que le pouvoir de Michel Djotodia, actuel président et ancien chef rebelle au passé louvoyant, ne soit qu'un ersatz de présidence, au mieux paralysé par les événements, au pire complice de ceux-ci. Pour débattre de tout cela et d'autres choses encore, je vous présente nos invités avec, à ma droite, M. Jean-Jacques de Mafout, qui est ministre conseiller à la présidence centrafricaine, coordinateur national du programme de désarmement, démobilisation et réinsertion, ce qu'on appelle le DDR. À ma gauche, Vincent Mambachaka, qui est artiste et qui est surtout créateur de l'ONG culturelle Linga Terra à Bangui. À sa gauche, Roland Marchal, qui est chargé de recherche au CNRS, spécialiste de l'Afrique, et nous serons rejoints par la suite par Lynn Banoukepa, qui est avocat au barreau de Paris et responsable du bureau politique de la FROCA, qui est le front de retour pour le retour à l'ordre constitutionnel en Centrafrique. Messieurs, pour commencer, je voudrais finalement entamer une question d'une banalité affligeante. Et je l'adresse à M. de Mafout. Est-ce que la France a des intérêts économiques très précis en Centrafrique? Écoutez, ce n'est pas à moi de répondre à la place de la France, des autorités françaises. Qu'estimez-vous? Mais je pense que la République centrafricaine est un pays qui a été colonisé par la France, qui a des relations et qui a des rapports très étroits avec la France. La France a exploité à un moment donné l'uranium de Bakouma en République centrafricaine. La France a des accords de coopération avec la République centrafricaine. La France participe aux côtés de la République centrafricaine, participait il y a un moment donné à la formation de l'armée centrafricaine. Donc je pense que la France, il y a des intérêts qui sont des intérêts tout à fait naturels dans le cadre de la coopération. Quand vous avez une coopération avec un pays, c'est que tous les deux vous partagez des intérêts en commun. Mais je vous dis, sur le plan des ressources naturelles, si c'est de ça que vous voulez parler, la France a exploité l'uranium de Bakouma il y a quelques années à travers Areva. Et ce contrat a été donc suspendu. Mais je pense que la France sait là où elle va et la France connaît ses intérêts en République centrafricaine. Alors Roland Marchal, justement, quand on met de côté l'aspect économique, on se dit s'il n'y a pas d'intérêt direct, quelle est la raison de cette intervention? Peut-on croire le discours officiel qui est un discours finalement universaliste, humanitaire, humaniste? D'abord, on peut noter que la communauté française en Centrafrique est très peu nombreuse et essentiellement composée de binationaux. Donc s'il y avait vraiment des intérêts économiques, comme c'est le cas par exemple au Sénégal, en Côte d'Ivoire avant la crise, bon, il y aurait une communauté au Gabon, on aurait une communauté française qui serait vraiment substantielle. Ce n'est pas le cas. Ça veut déjà dire quelque chose. Et je crois que donc aller sur cette voie-là, c'est une explication facile mais qui n'aboutit nulle part. Je crois qu'il faut se rendre compte que la présence française, et notamment la présence militaire française dans ce pays, est ancienne. Et en même temps, la France, membre permanent du Conseil de sécurité, signe des déclarations, se prévaut d'ailleurs de certaines résolutions, comme par exemple la responsabilité de protéger, qui a été invoquée par nos hommes politiques dans le cas du Mali. Pourquoi cette résolution dont on est si fier, tout d'un coup, serait invalide dans le cas de la Centrafrique? C'est une question que beaucoup de Centrafricains sont posés à la fin décembre lorsque le président Hollande a dit que finalement l'armée française n'était juste en Centrafrique que pour protéger les intérêts et les citoyens français. C'était une déclaration pour le moins maladroite. Et je crois que ce qui s'est passé depuis le mois de mars, les violences,
le gâchis et également les massacres ont fait que la France s'est rendue compte qu'elle pourrait être tenue responsable, même indirectement, de ce qui se passait là, et que ça avait un écho également extrêmement négatif, eu égard à, disons, la partie obscure de notre politique en Afrique, notamment avec ce qui s'est passé au Rwanda. C'est ce que j'allais vous dire. Il y a cette hantise, cette Bien sûr qu'il y a cette hantise, et heureusement qu'il y a cette hantise qui empêche nos hommes politiques de droite et de gauche de faire n'importe quoi. Donc là, le président Hollande, tardivement, mais lui l'a fait, a pris une décision qui était de saisir le Conseil de sécurité, d'avoir cette résolution. Donc on est aujourd'hui dans une posture qui n'est pas, je dirais, politiquement la meilleure, puisqu'on est responsable de tout ce qui va mal aller dans ce processus, mais en même temps, aujourd'hui, la France peut dire qu'en rien, elle n'est responsable des massacres qui ont eu lieu et de ceux qui se déroulent peut-être encore, hélas, aujourd'hui en Centrafrique. Nous avons été rejoints par M. Linbanou Kepa, qui est avocat au barreau de Paris et responsable de la FROCA, le Front, je le lisais, pour le retour à l'ordre constitutionnel en République centrafricaine. Est-ce que... je voudrais qu'on aborde évidemment... pour remettre les choses à plat de manière pédagogique, l'aspect religieux de ce conflit, confessionnel. Est-ce que selon vous, on a là une manifestation violente de déséquilibres sociaux, d'injustice sociale, c'est-à-dire les religieux un peu comme paravent de la révolte, ou bien est-ce que il y a quelque chose d'authentiquement antagoniste sur le plan religieux aujourd'hui en Centrafrique, qui serait irréductible à cette dichotomie-là? La religion est utilisée à des fins purement politiciennes, de manipulation et d'accession au pouvoir. Du dopage d'une frange infime entre 1 à 2% de la population. Ceux qui n'ont pas pu avoir par les urnes l'accès à la place publique politique ont usé de ces financements par le biais des groupes opaques religieux qui prolifèrent de par le monde, comme au nord du Mali, en Centrafrique aujourd'hui, demain ailleurs. Là, vous visez quoi? Le Soudan, par exemple? Je parle du Soudan, je parle du Tchad, le plus clairement possible, qui ont été les sources de financement de la Séléka et du recrutement abondant avec le concours approprié des Centrafricains comme moi, politiques, dont on indiquera leur responsabilité. Aujourd'hui que la France, comme d'hab, vole au secours de la Centrafrique, il y a lieu qu'on s'assoie, qu'on établisse un commencement d'histoire de ces crimes. Vincent Mbachaka, un commencement d'histoire, c'est vaste. Comment fait-on pour y procéder, sachant que l'histoire a forcément bégayé en Centrafrique, aussi grâce ou à cause de la France, mais c'est une sorte de répétition d'éternel retour auquel on assiste. Oui, un éternel retour en Centrafrique, mais d'abord de la responsabilité des Centrafricains d'abord, et plus particulièrement de la classe politique centrafricaine qui a failli. Depuis plusieurs décennies, la classe politique centrafricaine a confié le destin du peuple centrafricain à l'extérieur. Ils n'ont jamais su prendre leurs responsabilités par le fait que, entre les Centrafricains, la notion de la confiance partagée et de l'excellence a disparu. On a fait place à la médiocrité. C'est-à-dire que c'est succédé dans notre pays des accidentés de l'histoire avec la complicité, il faut le dire, à chaque fois, des choix faits à l'extérieur pour la Centrafrique sans entendre la voix des Centrafricains. Et ça, les hommes politiques centrafricains, dans leur grande, d'une manière globale, doivent tirer les leçons aujourd'hui historiques pour reconstruire le pays. Ils ont une responsabilité collective, je dis l'ensemble de la classe politique. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Pour que les Centrafricains, les politiques centrafricains aient la légitimité, ils vont dans les autres pays. Ils vont aller voir Sassou, ils vont aller voir Mbongo, ils vont aller voir Déby. Mais ils ne se sont jamais réunis entre eux. Ils ont confié le destin du pays
à l'extérieur. Et la France, jouant le rôle du champ, va jouer sur cet antagonisme entre les politiques centrafricains et avec les positionnements du leadership régional pour pouvoir imposer à chaque fois les dirigeants dans le pays et proposer à la Centrafrique des solutions qui sont totalement en dehors de la réalité, de la réalité sociale, de la réalité sociologique, de la réalité économique en République centrafricaine. Et cette intervention aujourd'hui française, elle diffère des autres ou selon vous, elle conduira à la même impasse que vous décrivez? Mais si vous le permettez, d'abord, je dois dire au moment où je suis en train d'intervenir sur ce plateau, c'est la deuxième fois que je reviens ici, et merci à France 24 de me donner cette opportunité de parler d'une autre voix et d'interpeller la conscience de mes compatriotes. C'est d'abord un hommage aux milliers de massacres, parce que pour l'instant nous parlons de ce qui se passe à Bangui, des 400 ou 500 morts non comptés, mais nous ne parlons pas de ce qui se passe à l'intérieur du pays. Bangassou, Bosangwa, Bambari, Mbaïki, c'est tout le pays. On n'a pas encore dénombré le nombre de victimes et des morts dans ces régions-là. Justement, Roland Marchal, est-ce que ça vous surprend qu'il y ait précisément autant de massacres, semble-t-il, à l'extérieur de Bangui et dans des régions très reculées? Écoutez, moi, je suis quand même assez, comment dirais-je, je me situe quand même assez loin de ce qui vient d'être dit, à plusieurs niveaux. Le premier, c'est quand même, il y a une histoire de la manipulation des communautés musulmanes en Centrafrique qui n'est pas d'aujourd'hui. Si vous regardez depuis 1982, il y a eu différents épisodes politiques. D'ailleurs, nous avons quelqu'un qui a participé à des événements liés à ça. Il y a eu cet épisode-là. Donc, d'une part ça. D'autre part, on a des mouvements armés qui ont existé dans le nord du pays, population musulmane, qu'on a, semble-t-il, certains problèmes à reconnaître à Bangui, qui sont des populations centrafricaines, qui ont été plutôt maltraités. On a des populations peules qui sont centrafricaines, d'après la loi centrafricaine, mais qui sont toujours représentées peut-être parce qu'elles sont musulmanes, peut-être parce qu'elles sont pastorales comme des étrangers. Et ces gens-là, ces communautés-là ont été plus ou moins, et souvent moins, bien traités durant les années bosisées, pour ne prendre que celles-là, que les autres. Donc le fait que vous ayez des commerçants de kilomètre 5 à Bangui, centrafricains, qui finance un mouvement armé qui n'est pas composé uniquement de pillards pour dire Bozizé, on n'en veut plus, je veux dire, c'est une réalité, même si, comme vous l'avez dit dans votre présentation, ce qu'on va retenir de ce mouvement, ça sera effectivement les massacres, ça sera les pillages, ça sera une brutalisation jamais vue de la population centrafricaine. Mais il faut bien se rendre compte que de façon imparfaite, et on le voit dans d'autres guerres civiles, moi je travaille sur la Somalie, on pourrait faire des analogies très fortes, que cette situation-là, elle naît aussi d'un contexte où la Bangui, les élites de Bangui, ont eu quand même d'énormes problèmes à d'abord redistribuer à l'intérieur du pays, et notamment vers des régions qui étaient périphériques. Alors, on peut accuser le Soudan, le Tchad de soutenir les islamistes, mais enfin, il faut être raisonnable. Le Tchad est notre allié au Mali pour lutter contre les islamistes. Alors donc, si je comprends bien, dans un pays lointain, il se bat contre les islamistes, et dans un pays voisin, il soutient les islamistes. Quelle est la cohérence ? Donc il faut quand même qu'on arrête simplement de jeter des arguments comme ça pour enflammer la discussion, qu'on réfléchisse un peu logiquement et qu'on se rende compte qu'il y a un problème, il y a des problèmes, il y a de nombreux problèmes. Il y a le fait qu'il y a des crises dans la région, au Darfour, donc au Soudan, au sud, au Tchad, qui sont pas réglées et que ça a des conséquences détestables sur la situation en Centrafrique. Et je crois être un de ceux qui l'ont toujours dit, mais que d'un autre côté, il y a aussi des problèmes centrafricains sur lesquels nos élites centrafricaines ont énormément de problèmes à travailler, et qui fait que hier, aujourd'hui et demain, nous aurons des expressions de désordre, de violence armée qui se succéderont dans ce pays, simplement parce que on a des élites qui sont sourdes et qui réfléchissent entre elles-mêmes comment se partager le gâteau national sans le redistribuer comme il convient. Si vous permettez, oui. si vous permettez, je suis totalement d'accord sur ce que vous venez de dire. J'ai dit la responsabilité première incombe aux Centrafricains. Et à partir de ce moment, la solution viendra certainement des Centrafricains.
hein, viendra certainement des Centrafricains. Et à ce moment-là, les Centrafricains doivent faire l'autocritique de leurs responsabilités face au drame que vit notre pays et face au drame que vit notre peuple. Et vous ne pouvez pas non plus aussi exclure l'influence négative de ceux qui pensent être les partenaires de la République centrafricaine dans les choix qui ont été faits ou imposés à la classe politique centrafricaine. On y viendra aux partenaires de la République centrafricaine. Je voudrais poser une question à M. de Mafout sur la question de la démobilisation et du désarmement. Il y a quelque temps, très récemment, le président Michel Djotodia a dit qu'il allait accélérer ce processus. Pourquoi ne pas l'avoir fait plus tôt? Pourquoi avoir laissé les choses dégénérer? Alors, je crois que cette situation vient déjà de l'époque du président Bozizé. Si nous avons connu l'existence de la Séléka, c'est parce que le président Bozizé n'a pas voulu appliquer le programme du DDR dans la région nord-est de notre pays. Donc le programme de désarmement et de démobilisation. Voilà, le programme de désarmement, de démobilisation et de réinsertion. Ce programme a été appliqué dans la région nord-ouest et a connu un succès. Les rebelles ont été désarmés, ont commencé un début de réinsertion jusqu'à l'arrivée de la Séléka à Bangui pour stopper ce programme. Par contre, dans le nord-est, l'UFDR et la CPJP n'avaient pas encore commencé leur programme. Et donc, l'UFDR a attendu depuis 2007 jusqu'à 2012. Vous imaginez, ce mouvement n'a pas connu un début de programme, d'exécution du programme du DDR dans cette région. D'où le fait que... Monsieur Banou Kepa, je n'ai pas fini. Pardon. Et donc, je voudrais revenir sur la question d'islam. Vous avez dit tout à l'heure, dans l'introduction du débat, que la majorité des éléments de la Séléka sont des musulmans. Moi, j'étais à Berengo, dans un centre d'instruction où il y avait à peu près 1200 éléments. Sur les 1200, j'ai compté à peu près, je dirais peut-être 50 ou 100 musulmans. La plupart sont des jeunes centrafricains, des chrétiens, qui ont été recrutés à Bangui. Je suis allé à Sibut. J'ai vu un centre là-bas qui regroupait à peu près 2000. Dedans, il y avait à peu près une centaine de musulmans. Donc, en fait, les musulmans constituent l'encadrement de la Séléka. Mais les éléments qui sont à l'intérieur sont à plus de 50% des chrétiens. Mais de la même façon, si vous regardez au niveau politique, voilà. Le président Djotodia, donc qui est chef de la Séléka, s'est entouré d'hommes politiques. Monsieur Demafout en est un, mais il y en a d'autres qui sont en fait connus comme étant des gens du Sud, entre guillemets, donc qu'on qualifierait dans le débat malsain actuel chrétien avec toutes les nuances qu'il faut. Voilà. Alors donc vous avez, je voudrais, comme a dit Monsieur Roland Marchal, expliquer un tout petit peu pourquoi il y a eu ce mouvement. Vous savez, depuis les années 80, la région nord-est de la République centrafricaine avait été abandonnée. Vous allez aujourd'hui dans des villages à Tirungulu, à Boromata, là où il y a par exemple le puits de pétrole. Vous allez à Kisikikede, vous allez à Wada Djale, à Samwanja. Vous ne retrouvez dans ces localités que les écoles construites par les colons. Donc vous avez des villages de 3000 habitants avec des écoles primaires. Donc ces populations, où est-ce que vous voulez qu'ils envoient leurs enfants à l'école? Ils ont envoyé la plupart des enfants dans les pays limitrophes. Et ces régions-là sont coupées 7 mois dans l'année de la capitale. Donc, il y a eu une responsabilité nationale très grave. Monsieur Banou Kepa, il y a quelque chose là qui vous vise, parce que votre parti est quelque chose Je suis président fondateur du PDI, Parti pour le développement intégral. Oui. Le 5 août, nous avons mis en place un front pour libérer notre pays, dont l'exécutif a été capté par une horde de Centrafricains qui, on ne me rapporte pas la preuve contraire, étaient de financement capable à lever 25 000 hommes pour venir prendre le pouvoir à Bangui. Mais en faveur de qui? En faveur de qui? Le pouvoir de prendre... De Djotodia. Ah. De Djotodia.
il y a des raisons, il y a des motivations économiques, stratégiques derrière. Vous avez Areva qui n'exploite pas l'uranium de Bangui. Vous avez la proximité du pétrole de la Centrafrique avec le Tchad. Vous avez la cimenterie de Bangui qui envoie. Vous avez le Soudan qui a perdu le sud du Soudan qui est richement plus important, conséquemment, avec une quotité suffisante. Il s'agit de redessiner la géostratégie économique de cette région. Et c'est ce qu'on va faire. Quand j'écoute Pardonnez-moi, je suis le dernier. Pardonnez-moi, il faut absolument qu'on fasse. On va revenir là-dessus. Je vous le promets. Le FOCA n'est pas un parti politique. Je vous le promets. Je vous le promets. Il faut qu'on revienne, qu'on fasse une toute petite pause. Restez là et on revient sur la manière dont reconstruire la Centrafrique. Pardonnez-nous. À tout de suite.